Bienvenue à la séance Notions de base sur l'insuffisance cardiaque. Je m'appelle Caroline Rousseau-Whaley et je suis une infirmière ici à l'Institut de cardiologie. La présente séance fait partie d'une série éducative sur la réadaptation cardiaque qui s'adresse spécifiquement aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Nous discuterons de ce qu'il faut savoir pour assurer une bonne prise en charge de la maladie. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Les renseignements présentés lors de cette séance vous sont fournis à titre informatif seulement et ne remplacent pas les conseils de votre fournisseur de soins de santé. Si vous êtes au Canada et croyez être en situation d'urgence médicale, téléphonez à votre fournisseur de soins de santé ou faites le 911 immédiatement. Je vous encourage à réfléchir aux questions suivantes pendant la présentation. Ce sont de bonnes questions à aborder avec votre équipe de soins ou d'autres personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. Donc, la première question, quel a été votre plus grand défi dans la prise en charge de votre insuffisance cardiaque? Deuxièmement, qu'auriez-vous aimé qu'on vous dise lorsqu'on a diagnostiqué votre insuffisance cardiaque? Et finalement, quelles ressources ou stratégies vous ont aidé, vous et vos proches, à vivre avec l'insuffisance cardiaque? Voici la table des matières, ce dont nous allons discuter pendant la présentation. Nous allons réviser les objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque? Quels sont les facteurs de risque qui sont liés aux maladies du cœur? Ainsi, pour terminer la présentation, nous allons discuter des ressources sur l'insuffisance cardiaque. Les objectifs d'apprentissage portent à comprendre l'insuffisance cardiaque, de reconnaître les signes et symptômes courants, de comprendre les facteurs de risque liés aux maladies du cœur et de connaître les ressources offertes. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est l'insuffisance cardiaque. Donc, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? Le cœur est un muscle qui agit comme une pompe. Sa fonction principale est de faire circuler le sang dans l'organisme. L'insuffisance cardiaque survient quand le cœur a subi des dommages et ou n'est plus assez fort pour fournir au cœur tout le sang et oxygène dont il a besoin. Le cœur travaille alors plus fort, mais moins efficacement. Cet effort accru peut causer des changements physiques dans le cœur au fil du temps. Il peut devenir plus gros et ses ventricules ou les cavités inférieures qui pompent le sang peuvent épaissir. Une affaire à retenir, un diagnostic d'insuffisance cardiaque ne signifie pas que votre cœur va soudainement cesser de battre ou que vous allez bientôt mourir. Il signifie que votre cœur travaille trop fort pour faire circuler le sang dans votre corps. La fraction d'éjection. Fait que vous entendrez probablement votre équipe de soins parler de la fraction d'éjection. Voici ce que ça veut dire. Le cœur a deux fonctions, se détendre et se remplir de sang, puis expulser ce sang pour le faire circuler dans tout l'organisme. La fraction d'éjection équivaut à un pourcentage de sang contenu dans le cœur qui est expulsé à chaque battement. La fraction d'éjection permet de déterminer la façon la plus efficace de traiter l'insuffisance cardiaque. Un traitement qui est efficace, si la fraction d'éjection est faible, n'est pas nécessairement le même traitement si la fraction d'éjection est élevée. La fraction d'éjection peut être normale, même si vous faites de l'insuffisance cardiaque. Si le cœur pompe le sang de façon efficace, mais a de la difficulté à se détendre et à se remplir de sang, la fonction d'éjection peut être normale. Toutefois, dans ce cas, la quantité de sang présente dans le cœur est plus faible. Conséquent, le volume total de sang pompé par le cœur sera moindre. Donc, la fraction d'éjection permet d'établir trois types d'insuffisance cardiaque.
l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection préservée, c'est-à-dire une fraction d'éjection de 50% ou plus. L'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection moyenne, c'est-à-dire une fraction d'éjection de 41 à 49%. Et l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, c'est-à-dire une fraction d'éjection de 40% ou moins. Les causes de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque peut être causée par plusieurs facteurs. La principale cause d'insuffisance cardiaque est la crise cardiaque ou un infarctus qui endommage certaines parties du muscle cardiaque. Les dommages sont importants, le cœur s'affaiblit et l'insuffisance cardiaque peut s'installer. L'insuffisance cardiaque et la crise cardiaque sont deux choses différentes. Une crise cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque ne reçoit plus assez de sang, ce qui entraîne la mort d'une partie de ce muscle. Une crise cardiaque peut mener à l'insuffisance cardiaque si une grande partie du muscle est endommagée, car le cœur aura alors du mal à pomper le sang dans le corps. Une autre cause d'insuffisance cardiaque sont les problèmes valvulaires. Donc, si une valve cardiaque n'est pas étanche, le sang peut refouler dans le cœur, qui doit alors travailler plus fort pour le faire circuler. Si une valve est étroite ou ne s'ouvre pas correctement, il devient plus difficile pour le cœur d'expulser le sang par la valve et de le faire circuler dans le corps. Une autre cause de l'insuffisance cardiaque, c'est l'hypertension. Donc, une hypertension artérielle non maîtrisée depuis longtemps peut causer le cœur à travailler plus fort pour faire circuler le sang dans les vaisseaux rétrécis. Une autre cause d'insuffisance cardiaque, c'est les arythmies. Donc, si le cœur bat très rapidement depuis longtemps, comme c'est le cas pour certaines arythmies, son fonctionnement sera moins efficace et se détériorera graduellement. Certains virus peuvent attaquer et endommager le cœur et ainsi mener à l'insuffisance cardiaque. La consommation des alcools et certains types de médicaments, comme ceux qui sont utilisés pour la chimiothérapie, peuvent endommager le cœur et causer un fonctionnement anormal. Une autre cause pour l'insuffisance cardiaque, c'est les problèmes qui sont liés au muscle cardiaque ou les cardiomyopathies. Donc, cardiomyopathie, c'est un terme qui vient du grec. Cardio veut dire cœur et myopathie veut dire problème musculaire. Ce trouble de santé peut être causé par les autres facteurs que j'ai mentionnés ou se produisent pour une raison inconnue. Si le muscle cardiaque est anormal ou endommagé pour quelque raison, quoi que ce soit, le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang dans le corps et peut mener à l'insuffisance cardiaque. Les signes et symptômes suivants peuvent indiquer que votre cœur ne fonctionne pas correctement. Donc, une sensation de fatigue et de faiblesse, essoufflement qui peut même survenir lors d'activités légères ou pendant le sommeil, une difficulté à respirer en position allongée, un gain de poids attribuable à la rétention de liquide, l'enflure des jambes, des chevilles ou de l'abdomen. Les signes et symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent être différents selon le côté gauche ou le côté droit qui est affecté. En général, l'insuffisance cardiaque gauche cause des difficultés respiratoires, particulièrement la nuit ou en position allongée. Elle peut également causer un tout sèche, une peau pâle ou grisâtre et une baisse de la tension artérielle. Le côté gauche du cœur pompe le sang dans le corps et par conséquent, s'il est endommagé, certains organes peuvent se mettre à moins bien fonctionner parce qu'ils ne reçoivent plus assez de sang. Souvent, l'insuffisance cardiaque du côté gauche est causée par l'hypertension ou une crise cardiaque.
En général, l'insuffisance cardiaque droite cause une enflure excessive des membres et parfois aussi une enflure de l'abdomen, qui est appelée ascite. Les organes sont alors gorgés de sang qui circule au ralenti, ce qui peut nuire aux fonctions non cardiaques, comme celle du foie et de l'appareil digestif. Le côté droit du cœur reçoit le sang provenant du reste du corps et l'envoie dans les poumons pour l'oxygéner. Pour cette raison, l'insuffisance cardiaque droite est souvent liée à des problèmes pulmonaires. Elle peut également être causée par une insuffisance cardiaque grave du côté gauche qui est présente depuis longtemps. Ces problèmes peuvent faire en sorte que le côté droit du cœur a de la difficulté à envoyer le sang dans les poumons, ce qui peut finir par l'affaiblir. Plusieurs des valves du cœur sont défectueuses. Le débit sanguin peut être perturbé dans cette partie du cœur et causer une insuffisance cardiaque du côté où se trouve la valve. L'aggravation de l'insuffisance cardiaque peut aussi empêcher les valves de s'ouvrir et de se fermer correctement. Affecte les deux ventricules. Les personnes qui en est atteinte présentent des signes et symptômes associés aux deux types d'insuffisance cardiaque, droite et gauche. Dans bien des cas, l'insuffisance biventriculaire est causée par un trouble de santé affectant le cœur dans son ensemble ou son enveloppe. Peut également se produire si une insuffisance cardiaque grave du côté gauche entraîne une insuffisance cardiaque du côté droit. Une infection et inflammation peuvent aussi endommager le muscle des deux côtés du cœur. Enfin, certaines maladies infiltratives comme l'amylose, la sarcoïdose et la maladie de Fabry peuvent endommager le tissu cardiaque. Les notions de base sur l'insuffisance cardiaque. Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, la rétention de liquide est la principale raison pour laquelle les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque se rendent au service des urgences. En bien des cas, la rétention ou la congestion est causée par l'apport et des aliments riches en sel ou en sodium. La pesée quotidienne. Le poids que l'on prend d'une journée à l'autre est généralement dû à la rétention des liquides et non aux calories. En vous pesant tous les jours, vous saurez si votre poids augmente considérablement d'une journée à l'autre, ce qui signifie que vous faites de la rétention de liquide. Vous prenez du poids, posez-vous ces questions. 1. Consommez-vous plus de sodium que ce qui est recommandé? Trop de sodium dans votre alimentation peut causer de la rétention de liquide. Le sodium agit comme une éponge dans le corps car il attire le liquide. Prenez-vous plus de liquide que ce qui vous est recommandé? Si la rétention de liquide devient un problème, vous devriez peut-être surveiller de plus près votre consommation de liquide. Troisièmement, est-ce que vous urinez moins? Si vous urinez moins, la quantité de liquide qui vous est recommandée devrait être évaluée et peut-être réduite. Vous devriez en parler avec votre médecin. Si vous n'avez pas de pèse-personne, vous devriez vous en procurer et vous peser tous les matins. Optez pour un pèse-personne qui a un modèle numérique à gros chiffres qui est facile à lire. La pesée vise à détecter les gains de poids rapides causés par la rétention de liquide. Si vous prenez plus de 2 livres ou environ 1 kg en une journée ou plus de 5 livres ou environ 2,2 kg en une semaine, ça veut dire que vous faites de la rétention de liquide. Dans ce cas, il faudra peut-être augmenter votre dose de diurétique. Votre médecin vous a peut-être expliqué quand prendre une dose supplémentaire de ce médicament pour contrer la rétention de liquide. Si vous n'avez pas reçu d'instructions précises à ce sujet, téléphonez votre infirmière ou votre médecin. On vous a probablement remis une copie du calendrier de suivi de poids lorsque vous étiez à l'hôpital. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le télécharger à partir du site web de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et de l'imprimer. Un outil qui vous aide à prendre en charge votre insuffisance cardiaque.
Il vous permet de noter votre poids et d'évaluer vos symptômes tous les matins, et aussi de savoir quoi faire si votre insuffisance cardiaque s'aggrave. En haut du calendrier, vous pouvez inscrire votre poids le premier jour de votre retour à la maison. Il s'agit de votre poids cible, c'est-à-dire le poids que vous aviez à votre sortie de l'hôpital, après le traitement de votre insuffisance cardiaque. En bas à gauche, vous trouviez des instructions à suivre pour prendre votre poids correctement. Pesez-vous le matin, à votre réveil, après avoir uriné et avant de manger et de boire. Utilisez le même pèse-personne et ayez le même poids de vêtements chaque jour. Inscrivez votre poids sur le calendrier afin de suivre votre évolution jour après jour, semaine après semaine. Lorsque vous vous pesez, demandez-vous comment vous vous sentez. Idéalement, votre poids ne devrait pas augmenter. Vous ne devriez pas avoir d'enflure, de difficultés respiratoires ou de douleurs à la poitrine, et vous devriez être capable de faire vos activités habituelles. Si ces conditions sont réunies, cela signifie que votre insuffisance cardiaque est maîtrisée et que vous êtes dans la zone verte. Prenez 2 livres ou plus en une journée ou 5 livres ou plus en une semaine. Si votre toux ou vos essoufflements se sont aggravés, si votre essoufflement vous réveille la nuit, ou si vous avez besoin d'oreillers supplémentaires pour dormir, si une partie de votre corps est plus enflée, ou si vous remarquez d'autres signes qui vous inquiètent, communiquez avec votre médecin pour une évaluation en profondeur. À le joindre, téléphonez à l'Institut de cardiologie au 613-696-7000 et appuyez sur le 0 pour faire part de vos préoccupations à la coordonnatrice de soins infirmiers. Ce signe indique que vous êtes dans la zone jaune et que votre insuffisance cardiaque s'aggrave. Si vous êtes dans la zone jaune, vous devez demander de l'aide, car si votre insuffisance cardiaque n'est pas traitée, votre état pourrait se détériorer et vous pourriez vous retrouver dans la zone rouge. La zone rouge signifie que votre état est urgent et que vous devez consulter un médecin immédiatement. Si vous ne pouvez pas voir votre médecin, rendez-vous au service des urgences. Si vos essoufflements persistent même lorsque vous êtes au repos, si votre respiration est sifflante, si vous avez un serrement à la poitrine au repos, si vous devez dormir en position assise ou si vous présentez des signes de confusion ou de la désorientation, vous êtes dans la zone rouge. Apportez votre calendrier de suivi de poids à vos rendez-vous médicaux pour que votre médecin puisse prendre note des fluctuations de votre poids depuis votre dernière consultation. L'aidera à déterminer si votre insuffisance cardiaque est stable. Vous trouverez au bas de la page des conseils pour garder votre cœur en santé. Par exemple, vous devez bien comprendre vos médicaments et les prendre conformément à l'ordonnance. Limitez votre apport en sel, suivez les instructions de votre médecin en ce qui a trait au liquide et vous efforcez de faire 30 minutes d'exercice par jour. Nous allons maintenant parler des facteurs de risque qui doivent être maîtrisés pour optimiser votre santé cardiaque. Donc, malheureusement, certains facteurs de risque comme l'âge, le sexe, l'origine ethnique et les antécédents familiaux ne peuvent pas être modifiés. Heureusement, le nombre de facteurs de risque liés aux maladies du cœur qui peuvent être modifiés est supérieur au nombre de facteurs qui ne l'est pas. Le tabagisme, la glycémie, l'hypertension, l'embonpoint et l'obésité, l'alimentation, le manque d'exercice, le cholestérol élevé et le stress ou la dépression sont autant des facteurs pouvant être modifiés. Je vais maintenant vous parler des objectifs en lien avec les facteurs de risque. Je vous invite à déterminer où vous vous situez par rapport à chaque facteur et quelle amélioration vous aimeriez apporter. Le programme de réadaptation cardiaque de l'Institut de cardiologie offre plusieurs ressources pour vous aider à atteindre ces objectifs.
Donc, le tabagisme. Si vous fumez, je vous encourage fortement à arrêter. Si vous croyez que c'est trop difficile, commencez par réduire votre usage de tabac. Efforcez-vous aussi de faire de l'activité physique de 3 à 5 fois par semaine, de 20 à 30 minutes chaque fois. La tension artérielle. Donc, il est très important de maîtriser votre tension artérielle. Lorsque vous le prenez à la maison, elle doit être inférieure à 135/85. Dans bien des cas, lorsqu'un professionnel de la santé mesure votre tension, elle est plus élevée. Toutefois, elle ne doit pas dépasser 140/90. Les personnes diabétiques devraient avoir une tension artérielle plus faible car le diabète est un facteur de risque important pour les maladies du cœur. Pour ces personnes, la tension artérielle devrait être inférieure à 130/80, qu'elle soit mesurée à la maison ou par un professionnel de la santé. L'anxiété et la dépression peuvent être nocives pour le cœur. Des outils comme le questionnaire GAD-7 et PHQ-9 permettent de détecter ces troubles de santé. Si vous obtenez un score de 5 ou plus après avoir répondu à ces questionnaires, cela peut signifier que votre anxiété ou votre dépression risque à nuire à votre santé cardiaque. Si vous avez des inquiétudes de votre santé mentale, parlez-en à votre équipe soignante. Les lipoprotéines de faible densité sont connues sous le nom de cholestérol LDL ou le mauvais cholestérol. Pour la plupart des gens, le taux de LDL dans le sang devrait être inférieur à 5 millimoles par litre. Pour les personnes qui souffrent de diabète ou ayant souffert un blocage des artères coronaires, ce taux devrait être nettement inférieur à 1,8 millimoles par litre, car le risque de maladie de cœur est plus élevé. Les triglycérides sont les molécules de gras et de sucre qui entreposent l'excès de calories et peuvent contribuer à la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins. Le taux de triglycérides devrait être inférieur à 1,7 millimoles par litre. Le cholestérol ou le cholestérol de lipoprotéines de haute densité ou le cholestérol HDL, par rapport au cholestérol total, est élevé. Cela peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Ce rapport devrait être inférieur à 6 ou à 4 pour les personnes souffrant de coronopathie ou de diabète. L'hémoglobine A1C, un taux de sucre élevé dans le sang peut être un facteur de risque pour les maladies du cœur. Le taux d'hémoglobine A1C permet de mesurer les fluctuations du taux de sucre dans le sang ou la glycémie au cours des 2 ou 3 derniers mois. Un score élevé signifie que la glycémie était élevée pendant cette période. Si vous n'êtes pas diabétique, votre glycémie ne devrait pas être élevée. Le résultat du test devrait donc être inférieur à 6 %. Comme, en général, les personnes diabétiques ont une glycémie plus élevée, la valeur cible est un peu plus élevée pour cette population, mais ne doit pas dépasser 7 %. Lorsqu'il y a trop de liquide dans votre corps, le cœur a plus de difficultés à pomper le sang, ce qui accroît les symptômes d'insuffisance cardiaque. Un apport en sodium ou en liquide trop élevé peut entraîner une prise de poids causée par la rétention de liquide. Idéalement, vous ne devriez remarquer aucune prise de poids attribuable à la rétention de liquide. Vous ne devriez présenter ni enflure ni essoufflement. Limitez votre apport en sodium à moins de 2000 mg par jour afin de maîtriser vos symptômes d'insuffisance cardiaque. Demandez à votre médecin si vous devriez également limiter votre apport en liquide. Accroître votre risque de souffrir d'une maladie du cœur ou d'insuffisance cardiaque. Un facteur de risque peut se greffer à un autre et accroître encore plus vos risques d'avoir des problèmes cardiaques. Fait que nous allons maintenant examiner ces facteurs de risque plus en détail.
Le tabagisme est un facteur de risque modifiable qui endommage le cœur de plusieurs façons. Il hausse le taux de mauvais cholestérol ou le LDL et réduit le taux de bon cholestérol ou le HDL. De plus, il accélère le rythme cardiaque et augmente la tension artérielle, ce qui oblige le cœur à travailler plus fort. Les fumeurs sont 2 à 4 fois plus susceptibles de faire une crise cardiaque que les non-fumeurs. Il faut donc arrêter de fumer afin d'améliorer votre santé cardiaque. Le programme d'abandon du tabac de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa peut vous aider. Vous pouvez également prendre des médicaments de substitution de la nicotine en vente libre, comme les timbres et la gomme à la nicotine. Votre équipe soignante peut vous fournir plus de renseignements sur les diverses options qui s'offrent à vous pour cesser de fumer. Vous aurez remarqué que les valeurs cibles de plusieurs facteurs de risque sont plus strictes pour les personnes diabétiques. Cela s'explique par le fait que le diabète est un important facteur de risque pour les maladies du cœur. Le diabète hausse la glycémie, ce qui favorise l'accumulation de dépôts graisseux sur la paroi des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux rétrécissent, ce qui réduit l'apport sanguin dans les tissus, y compris le cœur. Cela mène, dans bien de cas, à des problèmes de cœur. De plus, les personnes diabétiques sont plus susceptibles de présenter autres facteurs de risque comme l'hypertension, l'obésité et un taux de cholestérol élevé, qui sont eux aussi associés aux maladies du cœur. C'est pour cette raison qu'il est important de maîtriser le diabète. Comme je l'ai mentionné, le test d'hémoglobine A1C permet de mesurer les fluctuations de la glycémie au cours des 2 ou 3 mois précédents. Chez les personnes non diabétiques, la glycémie est généralement inférieure. Par conséquent, le taux d'hémoglobine A1C devrait être inférieur à 6 %. Même chez les personnes diabétiques dont la glycémie est plus élevée, le taux d'hémoglobine A1C ne devrait pas dépasser 7 %. Des dépôts graisseux peuvent alors se former, ce qui rétrécit les artères et réduit l'apport sanguin, causant aussi une maladie du cœur. Il est donc très important de maîtriser la tension artérielle. Pour la plupart des gens, la tension artérielle devrait être inférieure à 135 sur 85 à la maison et 140 sur 90 chez leur médecin. Elle peut être plus élevée chez les médecins en raison de stress. Il est particulièrement important pour les personnes diabétiques de maîtriser leur tension artérielle. C'est pourquoi elle ne devrait pas dépasser 130 sur 80, tant à la maison que chez le médecin. Le cholestérol est un type de gras qui circule dans le sang. Le mauvais cholestérol, ou LDL, est nocif car il crée des dépôts de cholestérol dans le sang. Lorsqu'il s'accumule sur la paroi des vaisseaux sanguins, il forme des plaques pouvant causer une maladie du cœur. Un taux élevé de bon cholestérol, ou HDL, est bénéfique car il contrebalance les effets du cholestérol LDL en le retirant du sang pour qu'il soit excrété du cœur. Pour la plupart des gens, le taux de mauvais cholestérol, ou LDL, devrait être inférieur à 5 mmol par litre. Si vous avez des antécédents de diabète ou de blocage des artères coronaires, votre taux de cholestérol LDL devrait être nettement plus bas, soit inférieur à 1,8 mmol par litre. Les triglycérides sont un autre type de gras présent dans le sang qui peut causer une maladie du cœur, comme c'est le cas pour le cholestérol LDL. Quel que soit votre état de santé, le taux de triglycérides devrait être inférieur à 1,7 mmol par litre. Vous pouvez le voir, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs pour prendre en charge votre insuffisance cardiaque et optimiser votre santé cardiaque. Il faut une équipe complète pour s'occuper de votre état de santé et vous en êtes le membre le plus important. Tous les jours, surveillez votre poids et vos symptômes. Limitez votre apport en aliments riches en sodium et ne prenez pas trop de liquide. Présentez-vous au rendez-vous de suivi et faites de l'exercice. Enfin, si vous êtes dans la zone jaune, communiquez avec votre médecin.
Vous avez rencontré votre mentor lors de votre inscription au programme de réadaptation cardiaque. C'est probablement la première personne que vous avez rencontrée dans le cadre du programme. Vous serez régulièrement en contact avec cette personne pour des suivis pendant votre participation au programme. Vous pouvez communiquer avec elle en tout temps pour lui poser des questions ou discuter de votre situation. Si vous ne savez pas qui est votre mentor, adressez-vous à l'équipe de réadaptation cardiaque. Finalement, les ressources que vous pouvez trouverez sur le site web de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa le guide à l'intention des patients sur l'insuffisance cardiaque, le guide mode de vie sain pour le cœur, le calendrier de suivi de poids dont nous avons parlé et des vidéos sur l'alimentation saine pour le cœur. De plus, l'infirmière en soins transitoires pour l'insuffisance cardiaque est là pour vous soutenir. Revenons aux questions de discussion que je vous ai posées au début de la présentation. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Vous vous rendez compte que vous avez déjà beaucoup appris pour votre... rendez compte que vous avez déjà beaucoup appris pour vous aider à prendre soin de votre santé. Il pourrait vous être utile à parler des connaissances que vous avez acquises à des sources d'aide que vous avez découvertes avec d'autres personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. On peut beaucoup apprendre des expériences des autres. Je vous remercie d'avoir écouté la présentation. J'espère qu'elle vous a été utile et que les efforts que vous déployez pour améliorer votre santé cardiaque seront couronnés de succès. Merci.